dernier débat de la matinée consacré à l'agro-industrie, voie d'excellence pour le développement du continent africain, avec un point d'interrogation. Je vous accueille au nom de France Média Monde une nouvelle fois, mais versant RFI cette fois-ci. Donc quatre invités sur ce plateau qui ont accepté de débattre de cette question, 4 acteurs de l'agro-industrie africaine. Vous savez, l'agriculture en Afrique, c'est un point clé, un secteur qui pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. L'Afrique est d'abord un gros importateur de matières premières agricoles. L'Égypte est le premier importateur de blé au monde. Le Sénégal, le Nigeria importent énormément de riz, sont parmi les 2 plus gros importateurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur exportateur de cacao. L'Afrique du Sud ou la Zambie peuvent être considérés comme les greniers à céréales de l'Afrique australe. Mais une petite partie seulement de ces produits agricoles qui sont produits en Afrique, ils sont transformés puis réexportés. Tout récemment, le Rwanda a accueilli un investissement de 120 millions de dollars d'une entreprise nigériane pour transformer des pommes de terre en chips ou en frites et les exporter en particulier vers les pays du Moyen-Orient. On est là au cœur, avec cet exemple de ce qui pourrait être demain l'un des piliers du développement et de la croissance de l'Afrique. Je vous présente donc les 4 personnalités qui ont accepté de débattre devant vous et avec vous, puisque au bout d'1 heure de débat, le micro circulera dans la salle pour un quart d'heure d'échange et de questions entre vous et eux, entre nous et eux. Je vous présente donc Jean-Marie Yaka. Bonjour Jean-Marie Yaka. Vous êtes le fondateur et PDG de la CIPRA, c'est la Société ivoirienne de production animale que vous avez créée en 1976, il y a donc 40 ans. C'est le leader, CIPRA est le leader de la filière avicole moderne en Côte d'Ivoire. Vous nous direz tout à l'heure ce que veut dire la filière avicole moderne, est-ce qu'il y en a une ancienne? Et votre organisation, dites-vous sur votre site internet, est basée sur un système d'intégration totale depuis les sujets reproducteurs jusque dans l'assiette du consommateur. À vos côtés, Karim Loftis Senadji, vous êtes le PDG d'OCP Africa, une société qui vient d'être créée avec 9 filiales sur le continent et 150 salariés. Avant d'occuper ce poste, vous avez été président transport et logistique d'OCP. OCP, tout le monde le sait ici évidemment, c'est l'Office chérifien des phosphates. À vos côtés, Slim Otmani. Bonjour Slim Otmani, vous êtes le président du conseil d'administration de NCA Rouiba. Votre entreprise a été créée en 1966, il y a plus de 50 ans. Et vous êtes le leader du jus de fruits en Algérie. Vous vendez plus de 200 millions de packs dans le pays, essentiellement. Et puis, je termine cette première présentation par Alexandre Villegrain, qui dirige le groupe français Somdia depuis 1995. C'est un groupe français qui produit et commercialise en Afrique, surtout du sucre et de la farine. Et le tiers du chiffre d'affaires, 464 millions d'euros en 2016, était fait au Cameroun, si on parle sucre, puisque c'est votre production dominante, 67% de votre chiffre d'affaires. Je voudrais commencer par vous, Alexandre Villegrain. En quoi vous-même et votre entreprise contribuez-vous au développement de l'agro-industrie en Afrique? Quels sont vos secteurs d'intervention en ce moment? Ça marche. Merci, bonjour à tous. Oui, on développe, la Somdia développe le sucre, donc de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que nous avons des plantations de canne à sucre et puis nous transformons ces cannes à sucre en sucre. Donc comment contribue-t-on à la valeur? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on fait de la valeur ajoutée. Voilà, c'est-à-dire que on passe de la fourche à la fourchette directement, si on peut dire. Parce que ce n'est pas tout à fait la question que vous deviez me poser au départ. C'est la question. Oui, absolument. Vous connaissez le dossier par cœur. Voilà, absolument. Bon, alors en tout cas, le mien, oui, celui-là. Donc maintenant, comment contribue-t-on au développement et à la mise en valeur ajoutée du continent africain? Ce qui, à mon avis, premièrement, est-ce que l'agro-industrie est possible et envisageable sur ce continent? Et la réponse est oui. Il y a encore de la terre. Il y a aujourd'hui à peu près 250 millions d'hectares de terres arables en Afrique.
Et je pense, la FAO pense qu'il y a encore 40-50 millions d'hectares à développer sur ce continent. On oublie la bande sahélienne, qui est quand même assez compliquée, mais entre, disons, le nord du Niger, enfin le milieu du Niger et jusqu'à l'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, il reste à peu près ces 50 millions d'hectares à développer, sans du tout prendre sur la forêt. Ce qu'a fait le Brésil très bien, et ce que pour l'instant les Africains ne veulent pas, et à juste raison, ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. Donc il reste encore de la place. Deuxièmement, concernant les rendements agricoles. Ça ferait hurler beaucoup d'ONG, ce que vous venez de dire. Oui, non, je n'ai pas dit qu'il fallait. Pour l'instant, on ne le fait pas. Le Brésil l'a fait d'une façon incroyable. Donc, il y a un moment donné où la question se posera sur le continent africain. Après, les rendements agricoles aujourd'hui sont très faibles en Afrique. Lionel l'a dit. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, sur le maïs, on peut comparer dans le monde entier, le rendement moyen en Afrique, c'est 1 tonne, 1 tonne 5, 2 tonnes, ça dépend des pays. Or, normalement, on peut arriver à 10 tonnes, 9 tonnes, 10 tonnes. Le record mondial, c'est 32 tonnes à l'hectare. Donc, vous voyez qu'on a une marge de progression extraordinaire. Et concernant les paysans en Afrique, la présence de gens qui peuvent cultiver la terre, nous sommes en présence d'une population qui sont probablement les meilleurs paysans du monde. Tout le monde l'oublie, mais pour produire en Afrique, au Mali, au Niger, au Gabon, au Cameroun, pour être un petit paysan, 2 hectares, 3 hectares, et pour produire quelque chose, il faut être vraiment très très bon. Mais en quoi est-ce que vous les aidez? Alors, sur le sucre, on les aide, pas forcément, parce que nous avons, en Côte d'Ivoire, on achète la canne à sucre, à des petits paysans, mais par exemple au Cameroun... Et vous la transformez? Et on la transforme, on l'achète. Donc vous créez de la valeur ajoutée. Absolument. Et le maïs, on fait la même chose pour l'alimentation du bétail, que ce soit au Cameroun ou au Congo, ou qu'on transforme. Donc on achète le maïs et on le transforme. Ce qu'on oublie toujours, à mon avis, dans le développement de l'agro-industrie, c'est que la première des choses, c'est que le marché étant là, s'il y a un acheteur crédible, les gens produisent. C'est clair que si vous avez quelqu'un qui vous achète votre production mais que vous n'êtes pas payé, le paysan ne va pas la refaire l'année prochaine. Donc, ce qui produit de la richesse et ce qui produit de la production agricole dans le monde entier, c'est la confiance. C'est la confiance dans la coopérative, c'est la confiance dans l'acheteur du produit, c'est la confiance dans le stockage, c'est la confiance dans le banquier. C'est ça qui crée la production agricole. Et donc, d'une certaine façon, le cadre réglementaire. Si vous avez le cadre réglementaire et que vous avez des gens sérieux pour acheter les produits sont là. Slimane Otmani, je dois vous poser le même genre de question que celle à laquelle vient de répondre Alexandre Villegrain. Vous, votre entreprise en Algérie, de quelle manière contribuez-vous au développement de l'agro-industrie dans le... Si, il marche. Il marche. Ah, ça y est, c'est mis à marcher. Oui, merci encore pour l'invitation. De quelle manière on contribue à l'agro-industrie en Algérie? On est un acteur de l'agro-industrie. On était fortement connecté à l'amont agricole du début des années 66 jusqu'à la fin des années 80. Début des années 90, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des décisions administratives qui ont eu un impact extrêmement fort sur le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire algérienne et qui a déconnecté complètement l'agroalimentaire de l'amont agricole. Quel genre de décision? Ça a été une décision de taxation des produits de la terre qui a été destinée au monde de l'industrie. Et en fait, suite à cette décision, beaucoup d'opérateurs comme moi ont commencé à revoir leur business model. On était sous la menace de faillite. Donc, on s'est dit, puisqu'on ne peut plus avoir accès à l'amont agricole, ce que nous allons faire, nous allons regarder ce qui se passe au niveau international et comment fonctionne en fait l'industrie agroalimentaire internationale. Et on a découvert, pour moi c'était une découverte, puisque je venais d'arriver dans l'entreprise familiale, on a découvert que en fait, la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, a été décomposé entre celui qui évidemment produit la matière première, mais celui qui transforme la matière première pour la destiner au monde de l'industrie. Donc il y a un échelon intermédiaire qui est venu se placer entre l'industriel que nous étions
et l'agriculteur. On n'avait pas ce modèle-là en Algérie à la fin des années 80. Et donc, on a pu acheter au niveau international des matières premières qui nous permettaient de fonctionner. Ce qui se passe depuis quelque temps, et pour faire simple et court, depuis quelque temps, on commence à revoir des industriels qui s'intéressent à ce maillon intermédiaire entre l'agro-industrie et l'agriculture. C'est encore timide. On appelle évidemment les investisseurs dans ce domaine, que ce soit des investisseurs algériens ou internationaux. Il y a un intérêt marqué pour cela, mais évidemment, il faut que l'amont aussi fonctionne. L'amont algérien, bon, le gouvernement a fait énormément d'efforts, même si j'ai l'habitude d'être extrêmement critique sur certaines décisions politiques, mais en matière d'agriculture, le gouvernement a fait énormément d'efforts, a mis énormément de moyens pour que l'agriculture se développe. Elle se développe. Bon, évidemment, on peut critiquer tout le volet logistique, tout le volet prise en charge, évidemment, des excédents qui commencent à apparaître dans tel et tel secteur. Mais c'est en marche et les résultats commencent à être là. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui nous apportons notre contribution à l'univers agroalimentaire algérien? Je la considère pas suffisamment positive et on fait beaucoup d'efforts au niveau de l'entreprise pour encourager et accompagner certains investisseurs dans évidemment l'activité intermédiaire pour pouvoir nous fournir les matières premières qu'il nous faut en Algérie. Maintenant, on parlera peut-être plus tard du volet ressources humaines qui est aussi extrêmement important pour le développement et la logistique. Monsieur Senadji, vous êtes donc OCP Africa, vous êtes un producteur d'engrais fondamentalement. En quoi votre société contribue-t-elle au développement de l'agro-industrie africaine, tout en étant un acteur central? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Institut du Monde arabe pour l'invitation et de pouvoir débattre autour de ce sujet important qui est l'agro-industrie et son apport au développement du continent africain. Et pour remettre un peu les choses dans leur contexte, le groupe OCP est donc un groupe leader mondial dans la chaîne de valeur du phosphate et qui, depuis des années déjà, était convaincu du potentiel agricole de l'Afrique. Donc, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, la décision a été prise de créer une filiale nommée OCP Africa, donc, que je dirige, et qui est dédiée à 100% au continent africain et dont la principale mission, c'est de pouvoir contribuer à la transformation de l'agriculture en Afrique. Donc comment on fait concrètement? On travaille la main dans la main avec les agriculteurs africains et avec tous les acteurs du secteur pour d'un côté identifier les besoins qui vont sur le terrain et d'un autre côté apporter les solutions afin de libérer ce potentiel. Et pour être un peu plus concret, on travaille de telle sorte à ce qu'on puisse permettre aux fermiers africains de passer d'une agriculture de subsistance, donc c'est ce qui avait été évoqué tout à l'heure, à une agriculture plus moderne, durable et surtout créatrice de valeur. Il faut que le fermier africain puisse vivre de son activité. Si on continue à traiter l'agriculture en Afrique comme étant une occupation des gens pauvres, on n'y arrivera pas. Donc, à partir de ce constat, on a basé notre stratégie sur 4 piliers majeurs. Le premier étant la production. Donc, on investit dans des capacités de production pour pouvoir produire de l'engrais le plus proche possible des bassins de consommation et donc faire en sorte que le fermier puisse, en tout cas que les produits soient disponibles. Le deuxième pilier, c'est la logistique, qui est clé en Afrique. Et pourquoi la logistique? Parce qu'on doit pouvoir garantir à tout fermier africain de pouvoir accéder au bon engrais, au bon endroit, au bon moment et au juste prix. Et quand vous dites que vous produisez au plus près, ça veut dire que vous avez des phosphates On n'a pas des phosphates. En fait, il est clair que, et ça aussi c'est une approche, c'est de pouvoir utiliser ou valoriser les matières premières africaines. Donc le Maroc, effectivement, possède des réserves de phosphate importantes, mais il y a d'autres pays, notamment comme l'Éthiopie ou le Nigeria, qui ont du gaz, qui ont de la potasse. Et donc, nous faisons avec eux des partenariats. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons annoncé en Éthiopie. Nous allons construire une usine, donc une plateforme d'engrais à l'horizon 2022 qui aura une capacité de 2,5 millions de tonnes par an et qui sera alimentée par la gaz et la potasse éthiopienne et le phosphate marocain qui viendra sous forme d'acide phosphorique. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on met aujourd'hui l'agriculteur africain au centre de notre vision.
et on doit lui apporter des solutions. Donc, là, à travers la production, à travers la distribution, à travers l'agronomie, la recherche et le développement, parce qu'on doit pouvoir aussi lui donner des solutions qui ne sont pas forcément des solutions qu'on a pu avoir en Amérique latine ou en Europe ou ailleurs. Les terres africaines sont différentes, les produits que nous cultivons sont différents aussi. Et il y a un volet qui est important qui rejoint un peu ce qui avait été dit dans les panels précédents sur la formation et l'information. Aujourd'hui, il ne faut pas se méprendre. C'est vrai que les efforts qui sont faits par les agriculteurs africains sont assez impressionnants, mais la plupart d'entre eux n'ont pas les bonnes pratiques agricoles. On doit pouvoir les informer, on doit pouvoir les étudier sur quel engrais utiliser, quel type de semences utiliser, quand c'est qu'il faut planter, et pouvoir les accompagner, d'accord, pour pouvoir améliorer leurs revenus. Et pour terminer, chose tout aussi importante, il ne suffit pas juste de faire en sorte que la productivité des fermiers augmente, il faut aussi leur trouver des débouchés pour leur production. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur permettre soit d'être en contact avec ce qu'on appelle des output buyers, donc des acheteurs, ou au moins avoir accès au marché, pour pouvoir placer leur vente et leurs produits au bon moment. On en parlera. Jean-Marie Aka, vous êtes le dernier intervenant de ce premier tour de table. Vous, en Côte d'Ivoire, donc vous êtes un acteur important de la chaîne avicole. Quelle est votre activité et en quoi est-ce que vous contribuez au développement de l'agro-industrie ivoirienne? Bonjour à tous. Je suis, comme vous l'avez indiqué, opérateur en Côte d'Ivoire dans la filière avicole à travers une société qui est une intégration complète de la filière avicole. Depuis l'amont, la production des intrants, donc jusqu'à l'aval, la transformation des volailles, en passant par les élevages. Et donc, bien sûr, nous sommes sur une filière qui est une filière très structurante pour l'ensemble de l'agriculture. Et nous impactons sur le système agricole, premièrement parce que donc, dans notre activité avicole, nous sommes de gros utilisateurs de matières premières agricoles. Donc, notre entreprise en Côte d'Ivoire est le plus gros acheteur de maïs produit en Côte d'Ivoire. Nous utilisons des sous-produits des cultures de soja, des cultures de coton. Donc, nous sommes en lien direct avec ces productions agricoles et par notre activité d'élevage, nous faisons vivre des milliers d'agriculteurs qui assurent ces productions. Nous avons également une autre société, une organisation, je dirais, qui prend en compte un certain nombre d'exploitants avicoles, d'éleveurs, et que donc selon les mêmes modèles que ce qui existe dans plusieurs pays développés. Ce sont des éleveurs qui donc travaillent en collaboration avec notre société, donc auxquels nous apportons les intrants, nous apportons un encadrement technique et donc nous assurons le débouché de leur production en reprenant cette production sur des bases contractuelles bien établies. Donc, à mon sens, donc nous sommes dans une filière qui est un bon exemple de ce que l'agriculture au sens large, et donc l'aviculture en particulier en ce qui nous concerne, peut représenter comme activité structurante pour l'ensemble de l'économie de nos pays d'une manière générale. Donc, structurante pour l'agriculture, structurante pour d'autres activités, notamment donc l'activité industrielle proprement dite, et même pour d'autres activités. C'est-à-dire structurante pour l'activité industrielle, vous voulez dire quoi? Oui, parce que nous-mêmes, nous avons nos propres activités industrielles liées à la filière, activités d'abattage de volailles, activités d'usines de production de nutrition animale, et également, nous sommes, je dirais, des donneurs d'ordre pour toute d'autres activités industrielles, les activités de fourniture d'acides aminés, les activités de fourniture d'emballage, etc. Donc, nous sommes une filière
qui est un peu au carrefour à la fois du monde agricole, du monde industriel, et donc qui rejaillit sur l'ensemble de l'écosystème national. On sait que la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique, selon les chiffres macroéconomiques, très forte en ce moment. Est-ce que vous participez à cette croissance du PIB ivoirien? Est-ce que votre activité se développe énormément sur le plan agro-industriel? Oui, notre activité connaît une croissance soutenue, plus forte même que celle du pays, qui est déjà absolument remarquable. La Côte d'Ivoire est sur une croissance de 8 à 9% depuis bientôt 6-7 ans. Mais notre filière connaît une croissance plus soutenue, parce qu'on en a parlé ce matin d'ailleurs. Ce qui caractérise nos pays, c'est une croissance démographique forte, certes, mais également une urbanisation très rapide. Donc une population de jeunes qui vit de plus en plus dans les villes et qu'il faut nourrir et qui très souvent a des nouveaux modes d'alimentation qui les orientent vers des produits comme ceux que nous produisons. Donc nous sommes une filière qui connaît un taux de croissance supérieur à 10% depuis bientôt une dizaine d'années. Oui, continuez. Et donc pour nous, nous représentons, je dirais, un bel exemple du potentiel agricole, du potentiel dans nos pays, parce que la demande interne déjà est forte, donc avec cet accroissement démographique dont on a parlé, et les conditions de développement de la production existent. Mais pour l'instant, vous vous limitez à répondre à la demande locale. Est-ce que l'avenir d'une filière avicole, industrielle, comme celle que vous dirigez, n'est pas de s'intéresser aussi à des marchés extérieurs, de viser l'exportation? Est-ce qu'il y a cette ambition-là? Et n'est-elle pas nécessaire pour tirer la production avicole, pour tirer la production agro-industrielle dans votre filière et finalement tirer le pays? Oui, alors ce que l'on décrit sur la Côte d'Ivoire s'applique à peu près à l'ensemble des pays. Donc nous développons donc nos activités à l'exportation, mais principalement sur les intrants, parce qu'effectivement, il y a des contraintes, il y a des freins au développement de ce commerce à l'export dans notre sous-région, notamment la problématique logistique. Nous travaillons sur des produits qui sont extrêmement sensibles et qui demandent donc des circuits logistiques totalement performants. Et donc pour contourner cela, nous aujourd'hui, en ce qui nous concerne dans notre société, nous travaillons à dupliquer le modèle le modèle que nous avons en Côte d'Ivoire, à le dupliquer dans d'autres pays de la sous-région. Lesquels? Nous venons d'ouvrir donc une filiale au Burkina Faso. Nous préparons l'ouverture d'une prochaine filiale en début 2018 dans un autre pays de la sous-région, et de sorte que nous puissions, parce que dans chacun de ces pays-là, il existe tout ou partie des facteurs de production. Donc il ne nous paraît pas judicieux d'exporter de la Côte d'Ivoire des produits finis, totalement finis vers ces pays. Il nous paraît plus judicieux d'initier des productions sur place dans chacun de ces pays en mettant à profit notre expérience de la conduite de ces activités agro-industrielles dans notre environnement et en utilisant les ressources, les matières premières disponibles localement dans chacun de ces pays. Monsieur Otmanis, je vous voyais opiner du chef. Oui, j'étais en train de penser à quelque chose en écoutant monsieur intervenir. Je pense que peut-être qu'on va aller un peu plus vite que la musique. Les business models, dans l'esprit de la nouvelle génération, les business models ont changé. Je m'explique. Un jeune en Afrique aujourd'hui, mais évidemment grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies, se dit « Pourquoi est-ce que je vais monter une usine ? J'ai l'idée d'un produit. Ok. Monsieur fait des produits semi-ouvrés. Très bien. Ben, moi, je vais penser mon produit, mais je vais le faire fabriquer là où ça coûte le moins cher. Ça serait le plus logique.
Alors, est-ce que ça va aller à l'encontre du développement de l'Afrique? Parce qu'on est en train d'imaginer l'Afrique à nouveau, c'est comme l'Europe dans les années 70. On va mettre 250 minoteries, 300 usines de jus de fruits, 450 usines qui vont fabriquer des conserves. C'est très bien parce que ça crée de l'emploi et puis les Africains vont rester chez eux. Je pense que la nouvelle génération voit les choses différemment. Et je ne sais pas si, c'est une question, je ne sais pas si les politiques comprennent que les business models dans le monde ont complètement changé. Est-ce qu'ils l'acceptent? Vous voulez dire qu'il faut faire jouer les avantages comparatifs? Oui, enfin, vous les appelez comme vous voulez, les avantages comparatifs. On fait jouer simplement le fait que le monde maintenant est ouvert. On fait jouer le fait que Internet s'est démocratisé, l'accès à l'information s'est démocratisé. Une personne qui pense ou qui a une idée de produit ou de service va immédiatement essayer de le fabriquer, de le produire, de le mettre à disposition du consommateur final au moindre coût et aux meilleures conditions. Donc peut-être qu'il ne va pas avoir envie de le fabriquer localement. Je vous prends l'exemple flagrant que nous vivons et que nous avons vécu dans mon secteur d'activité et en Algérie. Et en fait, cet exemple-là est multiplié aussi, enfin du moins c'est produit dans d'autres secteurs en Algérie. Le secteur des boissons en Algérie, il y a pratiquement 1500 opérateurs pour 40 fois la taille du marché installé. Les raisons est que le gouvernement a une politique extrêmement volontaire et généreuse en termes d'avantages fiscaux pour encourager l'investissement, tous secteurs confondus. Ce qui s'est passé, il y a eu un rush vers tous les secteurs d'activité qui sont, je vais les qualifier, en apparence faciles. Parce que, bon, on a l'impression que fabriquer une boisson, un jus de fruits, on mélange de l'eau, du sucre, on met un peu de fruits, on met un peu de gaz, c'est très facile. On prend un ingénieur quelque part en Europe qui nous donne une idée de produit, et puis on va le fabriquer en 2 temps 3 mouvements. Il nous livre des machines, c'est très simple. Et cette explosion d'outils industriels est véritablement, de mon point de vue, du gaspillage d'argent pour nos pays. Et ce qui se passe en Algérie est exactement la même chose qui est en train de se passer dans beaucoup de pays du continent. C'est-à-dire vous ne croyez pas à l'agro-industrie africaine? Je crois à l'agro-industrie, mais je ne crois pas au modèle de l'agro-industrie qu'on est en train aujourd'hui de promouvoir sur le continent africain. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et regarder ce qui se passe dans le monde en termes de business model. Je crois en la première transformation. Donc, on a de la matière première et on la prépare pour le secteur industriel. On a de la matière première, on la prépare pour le marché de bouche, donc, qui va être consommé directement, donc évidemment marketé d'une certaine façon. Mais je ne crois plus à ce modèle de multiplication d'usines dans le pays africain pour absorber simplement la main-d'œuvre. Non, je ne crois pas à cela et je pense qu'il faut remettre en question complètement ce modèle. Monsieur Senadji, vous en pensez quoi? Je ne partage pas tout à fait l'avis de mon collègue. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Non, je ne partage pas. Pourquoi? Parce qu'il suffit de voir les chiffres de manière un peu plus macro. La population mondiale aujourd'hui est aux alentours de 7 milliards, 7 milliards 2. 2050, on va passer à 9 milliards. Donc, ça va être une augmentation de plus de 35%. Au même moment, si on regarde les terres arables, donc les hectares par habitant, ça va décroître de 25%. Si à ça on ajoute le fait que certains pays émergents, comme le Brésil, la Chine et l'Inde, vont changer leur régime alimentaire, tout ça va se traduire par le fait que le monde va devoir produire quasiment doubler sa production de grains. En face, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un continent qui a plus de 60% des terres arables non encore exploitées. On a un continent qui a une population qui, elle aussi, va quasiment doubler entre maintenant et 2050, dont 80% de la population travaille dans l'agriculture, et qui a à la fois les ressources naturelles, puisqu'il y a de l'eau, il y a de l'engrais, il y a des semences, et qui sera obligé de pouvoir déjà, s'auto-suffire ou s'auto-nourrir. Donc il va falloir produire en Afrique la matière première, en tout cas les produits. Et pourquoi à ce moment-là aller faire de la transformation ailleurs alors qu'on peut la faire sur place? Pourquoi aller laisser encore de la valeur ajoutée à être créée ailleurs, comme c'est fait aujourd'hui? Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est quand même le premier producteur mondial de cacao. Ils ne transforment localement que 20% de leur production. C'est quand même pas normal.
Il y a d'autres exemples comme ça. La noix de cajou, par exemple, elle se vend en Europe à plus de 15 € le kilo, alors qu'elle quitte le continent africain à moins de 1,50 €. Donc on ne pourra pas continuer, nous, en tant qu'Africains, de laisser toute cette valeur ajoutée, toute cette transformation ne pas se faire sur notre continent. Donc c'est là où je ne rejoins pas tellement. Alors après, est-ce qu'il faut tout de suite investir dans des usines et autres? Non, il faut que ça se fasse au fur et à mesure que la. Vous voulez répondre, M. Otmati, brièvement, et après je passe la parole à très, Alexandre très, Villegrain. très court. Je parle bien de l'industrie de première transformation. Quand vous parlez de noix de cajou, mais bien sûr qu'on peut mettre des noix de cajou en sachet en Afrique et ensuite l'envoyer. C'est ce qu'on appellerait éventuellement une première transformation, mais je parle d'autre chose. Vous prenez l'Europe aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de boire, je ne parle pas d'eau minérale, les boissons. Il y a un grand fonds d'investissement qui est venu et qui a construit 5 usines sur le continent européen. Il n'y a quasiment plus aucune usine propriétaire de boissons en Europe. Vous rentrez dans ces usines, vous allez voir du Coca-Cola, du Pepsi-Cola, de l'Orangina et toutes les marques qui sont concurrentes que vous achetez en supermarché qui sont fabriquées exactement dans la même usine. C'est surprenant, mais c'est comme ça. On va pas multiplier les outils industriels. Pourquoi voulez-vous qu'on mette autant d'argent? Pourquoi voulez-vous qu'on n'optimise pas, qu'on rationalise pas l'usage des rares ressources que nous avons dans nos pays pour créer de l'emploi? Mais on peut le créer différemment. Comment? Je vous le dis, à travers du modèle digital. Et la jeunesse n'aspire qu'à ça. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui viennent me voir dans mon bureau et qui me disent « Écoutez, j'ai une idée, moi, de boisson. Est-ce que vous pouvez produire pour moi ?» Bon. Je dis oui, je peux produire pour vous. Mais regardons maintenant un autre volet qui est la fiscalité des services sur le continent africain. On voit très bien que les services sont encore, actuellement, le parent pauvre. Je ne parle pas de l'agriculture, je parle des services. Sont vraiment le parent pauvre des systèmes fiscaux qu'il y a. Évidemment, je ne sais pas, il y a des pays qui encouragent, mais la plupart ne sont pas dans cette logique-là encore. Alexandre Villegrain. Sur quoi? Je crois qu'on parle. C'est différents sujets. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est le marché. Est-ce qu'il y a un marché? L'Afrique, c'est un marché. Donc, il faut déjà que nous répondions à ce marché. Tout ne va pas venir localement. Il y a des choses qu'on est obligé d'importer. Il faut se spécialiser. Et justement, un des problèmes que nous avons sur le continent, c'est que nous voulons tout faire. Chaque pays veut son propre truc. Or, il faut aussi s'arranger avec son voisin. On ne va pas produire des tomates de la même façon au Gabon qu'au Sénégal. Bon. Donc il faut qu'il y en ait un qui spécialise d'une façon plus industrielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tomates au Gabon, par exemple, parce qu'il en faut pour le déjeuner. Mais par exemple, si on veut faire du jus de tomate, il vaut mieux le faire au Sénégal qu'au Gabon. Voilà. Et inversement, il y a d'autres produits, je vois qu'il y a des Gabonais, il y a des produits qu'on peut faire au Gabon et qu'on ne peut pas faire au Sénégal non plus. Donc je crois qu'il faut voir ça. Si vous voulez, c'est un puzzle, l'agroalimentaire en Afrique. Il y a la terre, les paysans, la réglementation, le marché international, le droit de la terre. Enfin, c'est un puzzle. Le marché international joue un très grand rôle dans le développement ou le non-développement de l'Afrique. C'est clair que quand vous développez une filière maïs au Congo, Brazzaville par exemple, et que vous avez un bateau de 40 000 tonnes qui vient d'arriver, comment vous faites vis-à-vis de vos paysans? Parce que le bateau de 40 000 tonnes qui vient d'arriver, il est au cours mondial, et il n'y a aucun pays au monde qui produit au cours mondial. On fait croire ça à tout le monde, mais la réalité, c'est qu'un produit qui sort du Brésil, il est vendu beaucoup moins cher qu'il est vendu au Brésil. Pour prendre le sucre, le maïs, le soja, ainsi de suite. Donc, si vous voulez créer du développement, vous êtes obligé de considérer le marché international, considérer comment ça s'appelle, c'est des politiques qui décident. La ville, par exemple, c'est clair que quand je parle de ce bateau de maïs, vous créez, ce bateau de maïs arrive, vous allez avoir un produit pas cher dans la ville. Le politique, il est enclin à plutôt faire confiance à ses consommateurs qu'à ses producteurs. Nous vivons aujourd'hui dans le monde, mais particulièrement en Afrique, une espèce de forme de dictature du consommateur qui veut un produit pas cher, comme dans le pays d'à côté. Donc ça, c'est une réalité que nous vivons tous les jours, que nous vivons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils veulent les mêmes produits, que le même poulet, que le label rouge européen. Mais en même temps, ils le consomment. Mais en même temps, si demain, il y a un container de poulet brésilien à l'eau qui arrive sur le marché ivoirien,
monsieur va rester avec ses poulets. Et donc c'est aux politiques de prendre la décision de protéger son marché. Bon. Donc il faut... Nous avons à faire face à quelque chose, Lionel Zinzou l'a dit tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement compliqué. Entre le consommateur, le producteur, le petit paysan, et ainsi de suite, c'est des choses extrêmement compliquées. C'est un puzzle qu'il faut assembler. Pourquoi, par exemple, prenons un exemple simple. Vous avez parlé du cacao et de l'anacarde. C'est très simple. Pourquoi la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui possèdent presque 60% du marché mondial du cacao, 60%. 40. Hein 41% pour la Côte d'Ivoire et une vingtaine de pourcents pour le Ghana. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça n'existe dans aucun pays, il n'y a aucun pays du monde qui a une telle puissance de feu sur un marché. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ni sur le sucre, vous pouvez prendre toutes les matières, c'est un exemple incroyable. Eh bien, la Côte d'Ivoire exporte 70% de son cacao sans aucune transformation. Sur les 30% qui restent, elle va en traiter pratiquement 95% pour faire des produits, le tourteau, le nappage et l'huile, le chocolat blanc, le beurre de cacao. C'est-à-dire des produits qui ont très peu de valeur ajoutée. Et elle va se transformer uniquement les 5 derniers pourcents qui lui restent de ces 30%, c'est-à-dire 2% en chocolat qu'elle va vendre en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous sommes les champions, je dis nous, les Africains, nous sommes les champions du monde de la non-valeur ajoutée. Et donc il faut que... Alors, quand on dit qu'il y a 70% exporté, ça veut dire qu'il y a déjà 30% dans le pays, c'est plutôt pas mal. Mais c'est ça qu'il faut absolument développer. Vous parliez de l'anacarde. L'anacarde, c'est encore pire comme situation. L'anacarde est venue en 1578, je crois, du Brésil, en Afrique, au Mozambique. L'anacarde, aujourd'hui, l'Afrique produit à peu près 50%. L'Afrique, pas tant de pays que ça d'ailleurs. Très peu de pays produisent à peu près 50 à 60% de l'anacarde dans le monde, de la noix de cajou, qu'elle paye d'une façon misérable aux gens qui la produisent. C'est 1 euro, c'est ça à peu près. 1,5 euro. Alors que c'est vendu 10, 15, 20 euros à la fin. Ce produit-là part en Inde et au Vietnam, qui deviennent de moins en moins producteurs d'anacarde, parce que c'était des gros producteurs d'anacarde, parce que l'anacarde africain vient en concurrence de l'anacarde du Vietnam et de l'Inde, et c'est là où on le cuit, le sale, et on vous le renvoie dans vos chambres d'hôtel pour que vous le mangez. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait de la valeur. Moi, je pensais que c'était ça le sujet de la conversation. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Un peu. Voilà. Hein, Jean-Marie Aka, c'est vous qui avez été mis en cause, en quelque sorte, par Slim Osmani tout à l'heure. Oui, non, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par les autres intervenants. La question, pour moi, elle est simple. Effectivement, il faut déjà se poser la question du marché. Je crois que depuis ce matin, on a démontré par plus B tout le potentiel de ce marché. Alors, si nous avons le marché, est-ce que nous avons les conditions pour pouvoir produire, développer des productions aujourd'hui et pour le futur? Oui, on l'a dit, l'Afrique est le plus grand réservoir de terres arables du monde aujourd'hui. Nous avons les terres. On a parlé de la population. Nous avons les bras. Donc, je pense que nous avons tous les fondamentaux. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas ou qu'on a moins, mais qui ne sont peut-être pas les plus difficiles à résoudre, les financements, etc. Donc, je partage tout à fait l'avis contraire de celui qui a été évoqué par M. Slimane. L'agriculture, l'agro-industrie est justement le levier sur lequel l'Afrique doit s'appuyer pour assurer son industrialisation, pour assurer son développement, pour assurer des emplois durables et sains. Elle a tous les leviers pour développer cette agro-industrie. On a parlé de la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire, mon pays, premier producteur du monde du cacao, qui contrôle à lui seul un peu plus de 40% de la production du monde et qui n'en transforme qu'une infime partie. Premier producteur au monde, premier exportateur au monde de noix de cajou et qui ne transforme que 5% de sa production d'anacarde. Est-ce que c'est la technologie de transformation de l'anacarde qui est inaccessible aux Ivoiriens? Ou est-ce que c'est le marché? Alors,
le marché, justement, aujourd'hui, ces noix de cajou partent de Côte d'Ivoire, vont être transformées au Vietnam pour retraverser, pour revenir être revendues ici dans les hôtels parisiens. Alors que la distance entre Abidjan et Paris est beaucoup plus brève qu'entre le Vietnam et Paris. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas développer cette transformation de l'anacarde-là? Est-ce que c'est une faille, un défaut de politique gouvernementale, de protection des marchés, d'incitation? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un choix de politique gouvernementale clair. Le gouvernement ivoirien a réalisé, écrit un plan de développement sur la période 2016-2020 avec comme orientation majeure la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, et laquelle industrialisation devant s'appuyer sur l'agro-industrie par la transformation des matières premières que nous produisons. Essentiellement cacao, anacarde, palmier, donc EVA, etc. Donc je pense que l'agriculture est au contraire le levier sur lequel nos pays africains doivent vraiment s'appuyer pour accélérer leur développement et aller vers plus de valeur ajoutée, plus de création d'emplois durables pour cette jeunesse que nous devons utiliser. Alexandre Villegrain, vous vouliez réagir? Oui, c'est très intéressant parce que Lionel a dit tout à l'heure qu'il y avait une... Pourquoi l'anacarde? L'anacarde, j'ai discuté avec M. Mahmoud Rajan hier soir, il était à côté de moi aux 40 ans de la Proparco, et c'est un des grands... donc il est avec la GACAN et ils font l'anacarde en Côte d'Ivoire. Et il me disait, on fait l'anacarde, mais c'est dramatique, ça ne marche pas, c'est compliqué, on n'arrive pas à le vendre, ainsi de suite. Ils ont beaucoup de complications. Pourquoi? D'abord parce que, premièrement, il y a un droit de porte, c'est-à-dire que les emballages ne sont pas fabriqués. La petite boîte en fer avec l'opercule et ainsi de suite, tout ça c'est fabriqué en Europe, aux États-Unis, il faut l'importer. Et donc, parce qu'il n'y a pas les sous-traitants sur place, donc il y a la taxation qui vient dessus, donc ce qui fait qu'effectivement, l'anacarde qui ressort de Côte d'Ivoire et pas, la noix de cajou salée qui sort de Côte d'Ivoire est quelquefois beaucoup plus chère que celle qui a fait déjà la moitié du tour du monde. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas une fiscalité dynamique qu'il faut la changer. Mais on a aussi, et je parle du cacao, mais on peut parler du coton, nous avons aussi, moi j'ai l'expérience de ça sur le sucre ou sur les financements, par exemple, quand on va voir les grands bailleurs internationaux. Mais prenons l'exemple du coton. Orsona a écrit un livre extraordinaire sur le coton, parce que le coton, c'est aussi de l'agro-industrie, puisque vous partez du paysan, et puis vous faites, oui, c'est de l'agro-business, et vous faites du coton, vous faites aussi de l'huile de coton. Les États-Unis, il y a 15 jours, viennent de supprimer, ou veulent supprimer, on ne sait pas très bien, sur 2 pays qui, je crois, sont le Kenya et un autre, leur free trade, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, parce que ces 2 pays-là, qui se sont lancés dans la valorisation de leur filière coton, et notamment pour faire des t-shirts et ainsi de suite, refusent d'importer, taxent lourdement ou refusent d'importer les t-shirts ou les jeans qui viennent du usagés qui viennent des États-Unis. Donc nous avons aussi, nous, quelque part, dans le monde, notre propre responsabilité là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce que nous laisserons la valeur ajoutée, parce que c'est nos emplois contre les leurs, au fond. Si vous dites à Nestlé demain, prenons l'exemple de Nestlé, en Côte d'Ivoire, je vous refuse, je veux que maintenant vos chocolats, vous les fassiez en Côte d'Ivoire. Voilà, je veux que ça soit là. C'est ça. Je vous donne l'électricité, je vous donne la fiscalité, je vous donne tout. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que Nestlé va faire un bras de fer avec la Côte d'Ivoire en disant tant pis, je ne vends plus de chocolat, ou est-ce qu'ils vont créer une filière et employer des dizaines de milliers de personnes en Côte d'Ivoire et commencer à créer de la valeur ajoutée? C'est ça aussi l'investissement qu'il faut forcer. Et donc, je crois que nous avons un sujet, et plus l'Afrique, comme Lionel l'a dit tout à l'heure, va devenir puissante, parce qu'elle devient puissante tous les ans un peu plus. Et plus elle va devenir exigeante. Donc, au fond, va se poser à nous, les industriels européens, enfin, bon, j'en suis pas un, moi je suis un industriel africain, mais va se poser à nous ce problème-là. C'est-à-dire, où laissons-nous la valeur ajoutée? Vous répondez quoi, monsieur Senadji, à ce débat? Je partage parfaitement. Après, finalement, la question de fond, pour pouvoir développer, on va dire, l'agro-industrie en Afrique,
c'est une question d'industrialisation, donc pouvoir investir dans l'industrie et pouvoir avoir accès au financement. Donc c'était le panel qu'il y avait avant. Il est clair, parce qu'on se posait tout à l'heure la question sur la noix de cajou ou autre. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est que, in fine, le produit final coûte moins cher en faisant ce Afrique, Inde, Europe, que s'il venait directement, parce qu'on n'a pas d'industrie locale qui puisse faire ça à des coûts intéressants. Parce que, in fine, c'est le marché qui décide. Donc, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Maintenant, il y a un moment donné, il faut bien que ce cercle vertueux soit commencé quelque part. Et pour qu'il soit commencé, encore une fois, je reviens sur ce qui a été dit ce matin, ce sont les partenariats publics-privés. À un moment donné, il faut qu'il y ait une volonté politique dans les États africains, qu'il y ait aussi une garantie, une assurance, une visibilité donnée aux investisseurs pour qu'ils puissent venir investir et faire en sorte qu'on puisse créer de la valeur ajoutée localement et que les produits qui seront produits ne seront pas subventionnés ad vitam aeternam. Ils le seront peut-être sur les premières années, comme ça a été partout ailleurs, mais à un moment donné, ces produits africains pourront concurrencer des produits européens ou américains et autres. Donc il faut qu'on commence quelque part. Et le début, en tout cas pour nous, au niveau du groupe OCP, ce qu'on s'est donné comme challenge, c'est de se dire, OK, on va faire en sorte que le fermier africain puisse avoir les moyens d'améliorer ce rendement, à la fois en termes d'input, et on va baisser de manière substantielle les prix. Juste pour un exemple, cette année, on a vendu des engrais en Angola et en Guinée à des prix qui étaient 10 fois moins chers de ce qui se pratiquait l'année dernière. Et ce n'est pas parce qu'on a fait du dumping, pas du tout, c'est parce qu'on a optimisé toute la chaîne de valeur et on a fait en sorte que les coûts logistiques soient le plus bas possible, les coûts financiers soient le plus bas possible, les coûts de stockage, la même chose, etc. etc. Et donc, je pense qu'en menant ce genre d'action, on va pouvoir créer ce cercle vertueux qui fera qu'on aura de l'industrialisation sur place et on créera de la valeur au niveau de l'Afrique. Jean-Marie Aka, est-ce que vous avez l'impression que les investisseurs étrangers, les financeurs étrangers, les bailleurs de fonds s'intéressent à vos secteurs agro-industriels africains? Est-ce que vous avez déjà emprunté ou fait des appels d'offres? Le micro. Je pense que d'abord, nous intéressons nous-mêmes. Nous, entrepreneurs africains, nous intéressons nous-mêmes à ces secteurs-là parce que nous pensons effectivement que les conditions sont favorables. Nous pensons que ce sont des industries qui ont des niveaux de technologie qui peuvent nous être accessibles. Nous ne sommes pas en train de parler de technologie, je dirais, de pointe. Très souvent, ce sont des transformations, des premières transformations, voire même quand on parle de deuxième transformation, ça reste sur des technologies accessibles. Et oui, nous observons également un intérêt de plus en plus grand, notamment des investisseurs, des fonds d'investissement, d'equity, qui ciblent en priorité les entreprises du secteur agro-industriel. Nous observons vraiment un très grand intérêt. C'est vrai que l'agro-industrie, c'est généralement lourd et complexe à gérer. Parce que d'abord, très souvent, quand il faut adosser l'approvisionnement de son unité sur des milliers de petits producteurs répartis partout dans la brousse, etc., c'est très complexe. Et très souvent, les groupes internationaux peuvent être un peu freinés par ces difficultés. Et à cela, nous nous appelons justement à l'établissement de plus en plus de partenariats avec des entreprises locales, des partenaires locaux qui connaissent cet environnement-là, qui connaissent cet environnement rural, qui savent peut-être mieux gérer les difficultés liées à l'accès aux fonciers, etc., pour donc pouvoir établir des partenariats avec des groupes étrangers qui seraient intéressés par ces investissements dans l'agro-industrie. Nous pensons que aujourd'hui, effectivement, il y a un grand intérêt
Il y a l'environnement peut-être qui n'est pas, pose encore quelques difficultés, notamment sur ces points que j'ai évoqués. Et à mon avis, l'une des meilleures façons de surpasser ces difficultés de l'environnement, c'est d'aborder cela sous forme de partenariat avec des contreparties locales. En Algérie, je voudrais intervenir sur un point, c'est ce que nous ne savons pas faire dans l'agro-industrie, nous ne savons pas financer la recherche et développement à partir de nos entreprises. Nous n'avons pas les marges dans nos pays, je ne sais pas, dans d'autres pays d'Afrique, quelles sont les marges qu'ont les opérateurs de l'agro-industrie. Est-ce qu'avec leurs marges, ils peuvent financer la recherche et développement? Moi, je suis très gêné par ça. La recherche et développement, vous avez l'impression que les produits que vous avez, bon, dans le secteur des boissons, c'est la même chose dans tous les secteurs, vous avez sur la table sont des produits qui ne sont pas technologiques. Non, il y a du savoir-faire. Ce savoir-faire-là, nous ne l'avons pas. Est-ce qu'on peut l'acquérir? Oui, je vais dans le monde occidental, là où il y a des centres de recherche et développement, des sociétés qui sont constituées pour offrir des services de recherche et développement aux acteurs du secteur des boissons, comme il peut y avoir des services de recherche et développement pour d'autres secteurs. On m'offre ce service et j'arrive avec des produits qui me permettent d'être, on va dire, compétitif et d'avoir une qualité qui réponde aux attentes du consommateur. Mais est-ce que localement, je suis capable de faire évoluer mon produit à partir de la recherche et développement local? Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que je pense qu'un des gros efforts que nous devons faire sur le continent africain, si nous voulons développer une industrie agroalimentaire performante, c'est au niveau des hommes, c'est au niveau des universités, c'est l'homme qui va être au cœur absolument de tout le processus. Si on se dit, bon, on va mettre tous les Africains, Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, tout le monde va dans la production agricole. OK. Qu'allons-nous faire de ces excédents? Il nous faut évidemment un secteur agroalimentaire extrêmement performant. Ce secteur agroalimentaire performant, lui-même, va avoir des excédents à un moment donné. Que va-t-il faire de ces excédents? Il va essayer de les exporter. Mais s'il n'est pas conforme aux standards internationaux, s'il n'a pas des produits qui sont fabriqués avec beaucoup de savoir-faire dedans, qu'est-ce qu'il va faire de ces produits? C'est pour ça que je suis inquiet d'imaginer ce qu'on est en train de présager pour l'Afrique, un grand déversoir de machines de production dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc on va multiplier, il va y avoir des centaines de machines. Tout à l'heure, M. Zanzou disait, maintenant que le Maroc va intégrer la CEDEAO, ça va être bien, peut-être qu'on va pouvoir installer une usine à Tanger qui va pouvoir couvrir tous les autres besoins. Mais là, on va replonger dans des problèmes politiques. Parce que celui qui est tout au bout de la CEDEAO, il va dire « Mais pourquoi l'usine est là? Pourquoi elle n'est pas chez moi ?» Et on va avoir vraiment on est en train de poser des problèmes, on est en train de fabriquer des problèmes absolument inutiles avec cette notion de valeur ajoutée. Bien sûr qu'il faut que la valeur ajoutée soit locale, mais il faut réfléchir. Il ne faut pas foncer tête baissée dans cette histoire de développement de l'agroalimentaire tout azimut en mettant des usines comme des fous un peu partout. C'est pas possible. Senadji, est-ce que chez OCP Africa, vous avez cette R&D dont parle Slimot Mani? Oui, juste intervenir par rapport à la remarque qui vient d'être faite en termes finalement d'excès de production. À date d'aujourd'hui, le continent africain importe pour 35 milliards de dollars par an de denrées alimentaires. 35 milliards de dollars. Et d'ici 2030, si rien n'est fait, ça passera à 110 milliards de dollars. Donc si déjà on arrive au niveau de l'Afrique à pouvoir arrêter d'importer et utiliser ce 35 milliards, voire 110 milliards pour autre chose, à mon avis, l'excédent, ce ne sera pas pour demain. Maintenant, là où je vous rejoins, il y a effectivement un pas de temps qui est différent. Ce n'est pas pour tout de suite, mais cette situation ne peut pas perdurer. On ne peut pas continuer à importer autant alors qu'on a tout ce qu'il faut, et les matières premières, et les terres, et la population. Et chez OCP, est-ce que vous avez la R&D dont parle Oui, nous avons la R&D, mais c'est de la R&D orientée évidemment sur les engrais, même sur d'autres types de produits qui peuvent valoriser un peu tout ce qu'on fait. Et on investit. Mais quand vous dites que vous installez des unités de production délocalisées dans les pays africains où vous êtes implantés, est-ce qu'il y a eu de la recherche préalablement pour... Alors,
juste pour peut-être corriger les choses, les deux grosses usines sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, mis à part la plateforme que nous avons à Jolf, c'est l'Éthiopie et le Nigeria. Maintenant, ce dont a besoin l'Afrique, c'est d'avoir des petites unités qu'on appelle des blenders. Donc, c'est pouvoir mixer, c'est un peu de la cuisine, on va dire, industrielle, de telle sorte à produire la formule adéquate en fonction des sols et de la culture. Donc la R&D, ou en tout cas l'agronomie au niveau d'OCP, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une analyse fine des sols et des besoins en fonction des cultures. Et pour chaque type de culture, on va pouvoir définir une formule d'engrais qui va donner le rendement maximum. Donc ça a été fait en Éthiopie, par exemple. On a développé avec les instituts de recherche agronomique en Éthiopie une nouvelle formule il y a 4 ans maintenant, et que cette formule a donné un résultat où on augmente le rendement à l'hectare de plus de 37%. On travaille de la même manière au Nigeria, en Côte d'Ivoire. On a développé 6 formules pour le cacao qui sont aujourd'hui en cours de test et qui vont aussi permettre d'augmenter le rendement tout en diminuant le coût de l'engrais. Donc c'est à ce niveau-là qu'on fait de la recherche et développement, en tout cas pour l'agriculture. Alexandre Villegrain, vous contentez de produire du sucre banalement, je dirais, ou est-ce qu'il y a de la recherche comme pour la farine? On recherche beaucoup. Non, il y a de recherche et développement. Moi, mais votre R&D, où est-elle? Elle est à Paris? Elle est au Cameroun, elle est en Côte d'Ivoire, elle est au Congo, dans le sucre. C'est là où on a les laboratoires. On est effectivement au Gabon et au Tchad, c'est des plus petites usines. On n'a pas de recherche et développement, mais dans ces 3 pays-là, qui profitent d'ailleurs aux autres. Donc on fait de la recherche et développement sur la recherche et développement. Vous savez, dans l'industrie, et dans l'agro-industrie, c'est d'essayer d'aller voir chez les copains ce qui se passe au Brésil, à droite et à gauche, de trouver les nouvelles variétés. Après, c'est sur des façons technologiques, donc de faire des séminaires, ainsi de suite, sur un certain nombre de pays. Et surtout, d'essayer de voir comment, avec le matériel local que nous avons, comment on peut avancer. Mais pour revenir sur les importations, si vous voulez, je crois que ce n'est pas simplement qu'une question de 35 milliards ou 100 milliards de dollars. Le continent africain ne se subvient pas à lui-même. C'est le seul. C'est clair, c'est le seul. Et donc, il a un impératif, au moins, d'être dans l'autonomie, ou en tout cas dans l'échange. Je te vends mon maïs, je t'achète tes pommes de terre, pour prendre un exemple basique. On n'est même pas là-dedans. L'Afrique n'est pas là-dedans. Elle est en insuffisance alimentaire. Donc, le monde est méchant, ce que l'Afrique et ce que le monde ne veut pas voir aujourd'hui, mais que nous avons eu dans la crise alimentaire de 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, c'est que, par exemple, quand il n'y a plus de riz, mauvaise récolte, la Thaïlande, ce n'est pas qu'elle refuse de vendre son riz à 1 000 € la tonne, parce qu'il y a toujours un acheteur à 1 000 € la tonne, c'est qu'elle dit « je ne le vends pas, je le garde pour ma population ». Et donc, on est passé très près de la catastrophe dans un certain nombre de pays d'Afrique à ce moment-là. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de présidents de la République, je pense à Wade au Sénégal, qui a dit « je fais le plan riz, le plan ainsi de suite ». Bon. Et dans un certain nombre de pays, ça a été fait. Puis, comme l'abondance est revenue, on a oublié. Mais la réalité, elle est toujours là. Et vous avez vu, aujourd'hui, on est quand même bien placé en France avec ce qui s'est passé à Saint-Martin sur le changement climatique. Est-ce que c'est un changement climatique? Enfin, apparemment, c'est quand même... Demain, là, on parle d'ouragan, mais parlons des typhons demain dans le Pacifique. Nous, dans nos métiers, on parle du weather market, sur le blé, sur le sucre, sur le maïs, sur le soja, même sur ce qu'on appelle la mine de viande. On parle du weather market. Le weather market, ça se joue dans le Pacifique. Quand il y a un ouragan, tout d'un coup, le prix monte. Et on se dit parce que l'Australie ne va plus produire, parce que le Vietnam ne va plus produire, parce qu'il y a un certain nombre de sujets. Oui, mais Alexandre Villegrain, ce weather market, il a un impact sur les prix des matières premières, mais est-ce qu'il a un impact sur le fait que l'Afrique n'arrive pas ou ne veuille pas Non, elle peut y arriver, c'est ça le sujet, c'est qu'elle va y arriver, il n'y a pas de sujet, c'est maintenant qu'il faut qu'elle s'y mette. On a des terres arables, on a des paysans, on a des financements, on a dit ça, tout ça, mais maintenant il faut y aller. Il faut y aller. Alors, vous ne pouvez pas y aller si vous ne protégez pas votre marché. Voilà. Si vous ne protégez pas votre marché, vous Jean-Marie Aka, prenez votre micro. Ce sera le mot de la fin avant qu'on ne passe le micro dans la salle. Le facteur clé, c'est la protection des marchés africains par des droits de douane à l'importation, c'est ça?
Oui, je pense que, en tout cas, moi, je suis dans une filière où c'est une condition indispensable pour développer une production. Et tous les autres pays qui ont aujourd'hui des productions fortes, puissantes, sont passés par là. Il n'y a pas, que ce soit les États-Unis d'Amérique, le Canada protège son marché du poulet par rapport aux Américains, etc. Donc, oui, il faut assurer des protections là où nous avons les possibilités de développer dans le temps une production satisfaisante. Il ne s'agit pas, par exemple, pour un pays comme la Côte d'Ivoire ou la région ouest africaine, de se protéger sur le blé. On ne va jamais produire du blé. Les conditions climatiques ne nous permettent pas de produire du blé. Mais nous pouvons produire de la volaille, nous pouvons produire du riz, nous pouvons produire du maïs. Et si nous n'assurons pas cette protection-là, effectivement, nous sommes sous la menace permanente des grands pays producteurs qui donc peuvent mettre les produits sur les marchés. M. Bilgrin l'a dit tout à l'heure, même le Brésil exporte à des prix qui sont inférieurs à ce prix de revient, parce qu'il y a des mécanismes divers et variés. De subventions. Voilà, direct, indirect, sous toute autre forme, par tout autre canal, mais qui aboutissent au même résultat. Et c'est la production de riz en Afrique. Vous savez, il y a 20 ans, peut-être 30 ans, certains pays africains étaient proches de l'autosuffisance même. On a démontré que le riz africain n'était pas compétitif, qu'il fallait mieux arrêter et puis faire importer du riz d'Asie du Sud-Est. On est devenus tous importateurs et aujourd'hui, tout le monde, y compris les grands conseillers qui avaient préconisé cette voie-là, se rendent compte que la facture est trop importante pour l'Afrique et qu'il faut revenir à développer une production. Donc oui, il faut protéger. Il ne faut pas protéger pour que, je dirais, les filières de production en Afrique s'endorment derrière ces protections. Il faut protéger avec des vrais plans de mise à niveau, des vrais plans de développement qui entraînent donc les formations des agriculteurs, qui entraînent donc l'amélioration des rendements, des productivités, etc. Mais je pense qu'une fois qu'on est engagé dans des vrais plans et avec des protections adéquates, on arrive, quand je disais tout à l'heure, la filière avicole en Côte d'Ivoire a connu une croissance de 10 à 20% sur les 7 dernières années. C'est essentiellement dû à une politique de cette nature. Merci Jean-Marie Akka. Alors, on va passer la parole à la salle pour poursuivre ce débat. Je crois qu'il y a des micros qui sont en disposition. Qui veut... Où est-ce qu'il y a une main qui se lève? Un premier courageux. Une courageuse, oui, là-bas, madame. Il y a eu peu de femmes pendant ce débat. Bonjour, je suis journaliste, je ne sais pas si je peux poser une question, mais je vais me permettre quand même de la poser. Il y a eu une tendance à un moment, il y a 4-5 ans, quand on a lancé ces fameux programmes émergence, plusieurs pays se sont inscrits dans la création de ces parcs agro-industriels où finalement on devait répondre à tous les défis de l'agriculture en Afrique, donc la question foncière, l'accompagnement des petits paysans, la mise à disposition de grands hectares aux géants de l'agriculture mondiale qui allaient justement valoriser le potentiel agricole des pays. Finalement, je prends juste l'exemple de la RDC, c'est des parcs qui n'ont pas atteint du tout les objectifs et qui finalement, non seulement n'ont pas attiré les leaders mondiaux, mais non plus les acteurs locaux de l'agro-industriel. Donc, puisque M. Slim Othmani posait la question du modèle, est-ce que finalement, c'est des modèles qui ne sont pas adaptés? Et je voudrais poser une autre question à M. Akka. Non, on va prendre très rapide, mais qui va dans le même sens. Une question. M. Othmani, vous voulez répondre à cette interpellation? C'est à moi, justement. Oui. Elle disait que moi, je proposais de revoir le modèle. Ou M. Bilgrin qui veut répondre. À vous le dire. La RDC, c'est particulier aussi, donc faut pas... C'est pas forcément une mauvaise idée, j'en sais rien, mais la RDC, c'est quand même un pays particulier. Donc aujourd'hui, c'est compliqué, ces programmes que les États font. Souvent, c'est des idées comme ça lancées en l'air. Il faut toujours revenir au marché. Qu'est-ce que consomme, qu'est-ce que je peux produire et qu'est-ce que consomme mon consommateur? C'est ça. À partir du moment où
si vous voulez, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, il faut simplement laisser le bon sens et que l'État souvent se retire de ces choses-là. C'est quand l'État intervient que ça marche pas. Mais quand les gens, le paysan, il est en direct avec sa filière, quand il y a un marché, en général, le paysan il trouve assez facilement, et l'agro-industrie trouve assez facilement le produit. Okay. Il y a le représentant de l'ambassade de Zambie qui voudrait poser une question. Merci. Je suis parler en anglais. Maybe you put on your. Okay. Merci pour les présentations. Je représente l'ambassade de Zambie. Ici en Afrique, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre discussion et je suis ravie de vous avoir entendu parler. Alors, le panel avait dit à juste titre que l'Afrique a énormément de terres, de belles opportunités. 50% des terres ne sont pas encore exploitées en Afrique. Et je suis en train de me dire, nous sommes un continent extrêmement riche, mais nous avons beaucoup de personnes qui sont très, très pauvres. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter de l'industrie agroalimentaire pour que ça bénéficie à la population africaine? Qu'est-ce que les gouvernements africains ne font pas, qu'ils devraient faire? Et quel est donc chacun le top 3 des conseils que vous voudrez donner aux gouvernements africains pour qu'ils puissent vraiment développer ce secteur en Afrique et créer vraiment davantage d'emplois? Point clé pour développer l'agro-industrie en Afrique. Une intervention rapide. Je pense que pour moi, la clé, ce serait les partenariats publics-privés. Donc, le premier, c'est que les gouvernements ont une politique agricole, ou en tout cas du secteur de l'agro-industrie claire, qui puissent la présenter aux investisseurs pour qu'ils puissent venir investir, ou en tout cas qu'ils puissent sentir qu'on dérisque un peu plus l'Afrique. Pour moi, c'est véritablement la clé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de pouvoir travailler tout à fait en amont de la chaîne de valeur, donc au niveau des fermiers, pouvoir leur donner l'accès, d'abord, aux sources de financement qu'ils n'ont pas aujourd'hui, accès aux inputs, que ce soit les bonnes semences ou les bons engrais, et de pouvoir les accompagner dans leurs pratiques agricoles. Donc, pour moi, ce sont les deux majeurs. Après, dans un pas de temps un peu plus... on va dire un peu plus long, c'est la création de toute cette industrialisation qui doit se mettre en œuvre pour rendre les produits africains à la fois compétitifs, mais aussi exportables. Monsieur Othmani, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, pour moi, s'il y avait un conseil à donner, et je ne me permettrai pas, mais ce serait les 3 conseils: les hommes, les hommes, les hommes. Et rien d'autre. Si vous allez former correctement, si vous formez, vous allez pouvoir probablement porter des projets qui ont du sens dans tous les secteurs d'activité et surtout, vous allez avoir une économie qui est diversifiée. Si vous allez focaliser vos efforts sur un secteur qui est l'agroalimentaire ou l'agro-industrie et que vous allez négliger tous les autres secteurs, on le voit, il y a beaucoup de pays qui sont dans cette situation-là, on voit des tissus économiques complètement déséquilibrés. Et si on a un tissu économique déséquilibré, on ne va pas pouvoir faire fonctionner probablement l'agriculture telle que vous le pensiez, en disant bon, on va encourager l'agriculture, ça va se développer, et après, qui va consommer? Qui va consommer? Qui va accepter de payer le prix de ce que vous allez fabriquer, de cette valeur ajoutée que vous allez créer localement? Ça me ramène à juste un petit point concernant justement les protections douanières. Bon, c'est très bien de protéger une filière. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, en créant la valeur ajoutée localement et en voulant exporter, parce que vous allez être inévitablement contraint d'exporter, même si on dit l'Afrique n'est pas suffisamment nourrie, mais à un moment donné, vous êtes obligé d'exporter. Vous allez avoir en face de vous des partenaires qui vont vous dire « Non, mais écoutez, monsieur, vous exportez vos produits, vous protégez votre filière, mais nous, on va mettre des droits et taxes pour votre produit que vous nous envoyez. » Bon, on va se retrouver dans une situation encore plus compliquée.
Donc, je pense que, effectivement, comme a dit M. Zanzou, c'est pas simple du tout. Il faut tranquillement réfléchir. Non, enfin, le titre, c'est, vous avez dit, c'est la voie de salut pour l'Afrique, la voie royale pour l'Afrique. Ce n'est pas la voie royale pour l'Afrique, c'est une des voies de développement pour l'Afrique qui ne peut se développer que s'il est accompagné des autres voies de développement, dont celle de l'éducation et de la formation. Étienne Giros. Oui, bonjour, Étienne Giros, président délégué du CIAD. Le sujet que soulève M. Othmani est celui de la compétitivité pour créer de la valeur. Et ça, on ne l'évitera pas. Dès qu'une importation est moins chère qu'une fabrication locale, c'est l'importation qui l'emportera. Or, ce que je voudrais simplement souligner, c'est que la compétitivité, elle ne se traduit pas uniquement par la compétitivité de l'industrie en question. Est-ce que mon usine fabrique moins cher qu'ailleurs dans le monde? Ça dépend largement de l'environnement. Moi, je rencontre beaucoup d'industriels qui me disent, au fond, moi, en Afrique, j'importe. Et je ne fabrique pas sur place. Et pourquoi vous ne constituez pas une usine? Vous avez une bonne part de marché, etc. Mais parce que le coût d'investissement est tellement élevé que vous êtes battu en termes de compétitivité dès le premier jour. On m'explique qu'il faut commencer souvent par construire une route, par faire un branchement ferroviaire, par amener l'électricité qui est manquante, par construire une école ou à former les personnels qu'on ne trouve pas sur place. Et quand vous additionnez tous ces coûts qui sont des coûts d'environnement, vous êtes battu en termes de compétitivité. Donc ça n'est pas uniquement un sujet de l'industriel ou du secteur industriel ou agricole en lui-même, c'est un sujet général de l'économie du pays. Tant qu'il n'y aura pas une politique forte d'infrastructure, de formation et, d'ailleurs, j'ajoute, de gouvernance, parce qu'on peut aussi parler de la fiscalité, qui peut être aussi une barrière, on aura beaucoup de mal à développer des industries de transformation locales et créer de la valeur. Merci pour ces témoignages. Une question là-bas? Stéphane Decam, secrétaire général du CIAN. Je m'excuse, il y a beaucoup de CIAN, mais enfin, c'est l'Afrique notre domaine. Alexandre Villegrain parlait en disant en Afrique, il y a des terres, il y a 50 millions d'hectares de terres disponibles, il y a des paysans, il y a un marché. J'ai une question pour le directeur général de l'OCP. Il y a terre et terre, parce que j'ai compris, alors je ne suis pas un agronome, mais j'ai compris que les terres en Afrique étaient acides et que plus on ajoutait d'engrais, plus on augmentait l'acidité, plus on augmentait le lessivage de ces terres. Et la question est, comment peut-on sur ces 50 millions d'hectares, si tant est qu'ils soient disponibles, on peut avoir des terres dont on puisse augmenter la productivité par des apports d'engrais, si tant est que ce soit des engrais, s'il ne faut pas amener du calcaire ou autre chose comme ça. Voilà. Merci pour votre question. En fait, plus une terre est acide, plus c'est du phosphate qu'il faut mettre dessus pour baisser l'acidité. Ce n'est pas parce que je suis dans les phosphates que je vous dis ça, mais en tout cas... Mais les terres dont on est en train de parler, les 60% des terres arables non encore cultivées, on ne les cultive pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce que le fermier africain n'a pas accès ni à la bonne semence ni au bon engrais. Juste pour rappel, le taux de consommation d'engrais en Afrique en moyenne est de 12 kg l'hectare, là où la moyenne mondiale est à 160. Là où des pays européens et américains sont à plus de 250. Donc vous regardez un peu le potentiel qu'il y a encore pour pouvoir améliorer la productivité. Et l'Éthiopie est un très bon exemple de ce que vous citez. L'Éthiopie, historiquement, utilisait une formule. Pour les spécialistes des engrais, c'était du DAP. Et les sols éthiopiens sont extrêmement acides. Et nous avons développé une nouvelle formule qui a permis de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'augmenter le rendement de 37%. Donc, toutes ces terres-là dont on parle, les engrais, alors évidemment, utilisés de manière raisonnée et de manière durable, permettront l'amélioration des rendements agricoles. Monsieur Othmani, vous voulez ajouter quelque chose? Et je me suis promené dans tout le pays, et puis en partant, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se passait au niveau économique, et surtout dans le secteur agro-industriel et agroalimentaire, l'agriculture, etc. Je découvre deux chiffres qui m'ont vraiment marqué. 11 millions d'hectares de terres arables, 15 milliards de dollars d'exportation. Je me penche sur le cas de l'Algérie et la Tunisie ensemble, réunis, pratiquement, allez, à main levée, 10 millions d'hectares de terres arables, moins d'1,5 milliard de dollars d'exportation. Donc, on a véritablement un problème.
On a un problème. Donc ça rejoint ce que disait monsieur, c'est un problème d'environnement et un problème de gouvernance. Pourquoi le Chili réussit avec des conditions, des conditions géologiques, atmosphériques qui sont plus ou moins similaires aux nôtres, avec aussi du stress hydrique, contrairement à ce que pensent les gens, des zones désertiques, etc. Donc on a un problème d'environnement des affaires sur lequel nous devons sérieusement nous pencher. Et ce n'est pas forcément des investisseurs internationaux qui ont été au Chili, c'est des Chiliens. Mais leurs universités travaillent en étroite collaboration, je me suis penché aussi sur cette question, en étroite collaboration avec le monde de l'agro-industrie et le monde de l'agriculture. Il y a des avancées timides peut-être dans nos pays, mais on est encore très loin. C'est pour ça que je dis encore une fois, c'est l'homme qui est au cœur un peu du processus. Si les hommes ont une vision agroalimentaire, agro-industrielle ou agricole pour leur pays, ils vont la porter. S'ils n'ont une vision qu'industrielle de leur pays, l'agroalimentaire ou l'agriculture ne suivront pas. Merci Slim Otmani. Il y a une question là, est-ce qu'on peut amener un micro ? Oui, bonjour à tous, Saïd Beniken, directeur général du groupe Cévital. En fait, je rebondissais, puisque Slim a un peu défloré ma question. Effectivement, on a eu un débat très intéressant et très riche, plutôt orienté technique, économie, marché, recherche et développement, alors que toutes nos entreprises africaines vivent dans des écosystèmes, elles vivent dans des régulations, et la plupart de nos pays africains ne sont pas les plus performants sur le classement du Doing Business. Donc c'est clairement qu'il y a une raison à cela. Et donc ce que je voulais introduire, mais je pense que Slim a commencé à en parler, c'est cette problématique de gouvernance. Est-ce que, avant tout, avant de parler de modèle économique, d'efficience économique et d'accès au marché, est-ce qu'on n'a pas une problématique de vision et surtout une problématique de gouvernance dans nos pays pour créer les écosystèmes qui font qu'à un moment donné, nous-mêmes Africains, nous allons investir dans nos pays et peut-être, et accessoirement, s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus, les étrangers pourraient venir investir dans nos pays. Voilà. Je pense que cette problématique de gouvernance, je ne sais pas lequel d'entre vous peut s'exprimer sur... On va demander à M. Aka. Merci. Bien. Alors, je pense, et peut-être là, je voudrais prendre ma casquette de président du patronat ivoirien pour dire que je partage complètement cette préoccupation liée au niveau de gouvernance dans nos pays. Oui, nous avons un problème d'environnement des affaires d'une manière générale, tant au plan de la gouvernance qu'autant des coûts de la compétitivité des facteurs de production sur lesquels nous devons travailler nécessairement. Je pense que de plus en plus, les États prennent conscience de cela, mais il y a beaucoup de progrès encore à faire. Et donc, ça, je pense que c'est indéniable. Mais indépendamment de cela, je pense que pour revenir donc au sujet justement du débat, c'est l'agro-industrie qui, pour moi, est la transformation des produits agricoles. La transformation des produits agricoles est peut-être également un chemin incontournable pour permettre que, effectivement, comme disait quelqu'un tout à l'heure, nos paysans africains, etc., soient moins pauvres, parce que l'agro-industrie nous permettra de capter davantage de valeur ajoutée. L'agro-industrie nous permettra d'être un peu moins dépendants des fluctuations des cours des marchés internationaux sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Aucune maîtrise. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, la Côte d'Ivoire voit le cours de cacao baisser de près de 40%, alors que sa production n'a pas augmenté. Le rapport, l'équilibre entre l'offre et la demande n'a pas changé.
mais le cours a baissé de 40%. Alors que si on était plus dans la transformation, bon, on subirait moins le niveau de cette baisse-là. Donc oui, les États ont des efforts à faire, mais n'empêche que pour moi, le target final, vraiment, davantage de transformation de nos produits agricoles, je dirais la prise en compte de nos avantages pour développer la production agricole est un chemin vraiment qui est inévitable pour amener nos pays vers plus de progrès économique, vers plus d'industrialisation, vers des économies plus modernes. C'est vrai qu'il y a les autres secteurs, le numérique, tout cela qui existe, qui existeront. Mais je pense que là où nous avons le plus d'atouts aujourd'hui, c'est dans ce secteur agricole et agro-industriel. Merci Jean-Marie. Aka, une dernière question et puis une réponse brève, une question brève, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma question... Merci. Mansour Kama, je suis du Sénégal. Ma question s'adresse plutôt à... Je ne vous ai pas entendu parler d'agriculture biologique. Je voudrais bien savoir si vous en avez une vision, une perspective en Afrique, puisque dans beaucoup de pays africains, de plus en plus on parle d'agriculture biologique et les gens sont en train de produire. Alors, la question porte sur l'agriculture biologique. Elle est adressée aux représentants d'OCP Africa. Une réponse brève, s'il vous plaît. Monsieur. Je suppose que ce que vous entendez par agriculture biologique, c'est une agriculture sans engrais. Ou de l'engrais vert, effectivement. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Nous ne l'évacuons pas. On essaie, au niveau de la recherche et développement, d'ailleurs, de pouvoir voir comment on peut mixer les engrais verts avec les engrais chimiques. Maintenant, pour pouvoir répondre à une demande aussi importante au niveau du continent, il est clair que les engrais biologiques tels qu'ils sont aujourd'hui n'offrent pas des rendements qui puissent nous permettre d'atteindre cette productivité que nous recherchons. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Je crois que le rendez-vous est à 14h, 14h30, après le déjeuner avec le Cheikh Kano, qui est donc l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria et une personnalité très importante et éminente du monde bancaire africain. Merci.